Chapitre 2. Le jubilé était tout proche. Les Armand Dubois attendaient les Baralioul d'un jour à l'autre. Le matin que parvint la dépêche annonçant leur arrivée pour le soir, Antime sortit pour s'acheter une cravate. Antime sortait peu, le moins souvent possible, se remuant malaisément. Véronique faisait volontiers pour lui ses emplettes. On amenait à lui les fournisseurs qui prenaient commande d'après modèle. Antime ne se souciait plus des modes, mais pour simple qu'il désirât sa cravate, modeste nœud de surat noir, encore la voulait-il choisir. Le plastron en satin carmélite qu'il avait acheté pour le voyage et mis durant son séjour à l'hôtel s'échappait constamment du gilet qu'il avait accoutumé de porter très ouvert. Marguerite de Baralioul trouverait certainement trop négligé le foulard crème qui l'avait remplacé et que maintenait, monté sur épingle, un vieux gros camé sans valeur. Il avait eu bien tort de quitter les petits nœuds noirs tout faits qu'il portait à Paris communément, et surtout de n'en pas garder un pour modèle. Quelle forme allait-on lui proposer? Il ne se déciderait pas avant d'avoir visité plusieurs chemisiers du Corso et de la Via dei Condotti. Les coques, pour un homme de 50 ans, étaient trop libres. Décidément, c'était un nœud tout droit, d'un noir bien mat, qui convenait. Le déjeuner n'était que pour 1 heure. Antime rentra vers midi avec l'emplette, à temps pour peser ses animaux. Ce n'était pas qu'il fût coquet, mais Antime éprouva le besoin d'essayer sa cravate avant de se mettre au travail. Un débris de miroir gisait là, qui lui servait naguère à provoquer des tropismes. Il le posa de champ contre une cage et se pencha vers son propre reflet. Antime portait en brosse des cheveux encore épais, jadis roux, aujourd'hui de cet inconstant jaune grisâtre que prennent les vieux objets d'argent doré. Ses sourcils avançaient en broussailles au-dessus d'un regard plus gris, plus froid qu'un ciel d'hiver. Ses favoris, arrêtés haut et coupés court, avaient conservé le ton fauve de sa moustache bourrue. Il passa le revers de la main sur ses joues plates, sous son large menton carré. « Oui, oui, marmonna-t-il, je me raserai tantôt. » Il sortit de l'enveloppe la cravate, la posa devant lui, enleva l'épingle camée, puis le foulard. Sa nuque était puissante, qu'encerclait un col demi-haut, échancré par devant et dont il rabattait les pointes. Ici, malgré tout mon désir de ne relater que l'essentiel, je ne puis passer sous silence la loupe d'Antime Armand Dubois. Car tant que je n'aurais pas plus sûrement appris à démêler l'accidentel du nécessaire, qu'exigerais-je de ma plume, sinon exactitude et rigueur? Qui pourrait affirmer en effet que cette loupe n'avait joué aucun rôle, qu'elle n'avait pesé d'aucun poids dans les décisions de ce qu'Antime appelait sa libre pensée? Plus volontiers, il passait outre sa sciatique, mais cette mesquinerie, il ne la pardonnait pas au bon Dieu. Ça lui était venu, il ne savait comment, peu de temps après son mariage. Et d'abord, il n'y avait eu, au sud-est de son oreille gauche, où le cuir devient chevelu, qu'un cicère sans autres importances. Longtemps, sous l'abondant cheveu qu'il ramenait en boucle par-dessus, il put dissimuler l'excroissance. Véronique elle-même ne l'avait pas encore remarqué, lorsque, dans une caresse nocturne, sa main, soudain la rencontrant, « Tiens, qu'est-ce que tu as là ?» s'était-elle écriée. Et comme si, démasquée, la grosseur n'avait plus à garder de retenue, elle prit en peu de mois les dimensions d'un œuf de perdrix, puis de pintade, puis de poule, et s'en tint là, tandis que le cheveu plus rare se partageait alentour d'elle et l'exposait. À 46 ans, Antime Armand Dubois n'avait plus à songer à plaire. Il coupa ras ses cheveux et adopta cette forme de faux col demi-haut dans lesquels une sorte d'alvéole réservée cachait la loupe et la révélait à la fois. Suffit pour la loupe d'Antime. Il passa la cravate autour de son cou. Au centre de la cravate, à travers un petit couloir de métal, devait glisser le ruban d'attache qui s'apprêtait à coincer un bec en levier. Ingénieux appareil, mais qui n'attendait que la visite du ruban pour abandonner la cravate. Celle-ci retomba sur la table d'opération. Force était de recourir à Véronique. Elle accourut à l'appel. « Tiens, recouds-moi ça, » dit Antime. « Travaille à la machine, ça ne vaut rien, » murmura-t-elle. « Il est de fait que ça ne tient pas. » Véronique portait toujours, piquée à son caraco d'intérieur, sous le sein gauche, 2 aiguilles tout enfilées, l'une de blanc, l'autre de noir. Près de la porte-fenêtre, sans même s'asseoir, elle commença la réparation. Antime cependant la regardait. C'était une assez forte femme, aux traits marqués,
entêtée comme lui, mais accorte après tout, et la plupart du temps souriante, au point qu'un peu de moustache ne durcissait pas trop son visage. Elle a du bon, pensait Antime en la voyant tirer l'aiguille. J'aurais pu épouser une coquette qui m'eût trompé, une volage qui m'eût planté là, une bavarde qui m'eût rompu la tête, une bécasse qui m'eût fait sortir de mes gonds, une grinchue comme ma belle-sœur. Et sur un ton moins rogue que de coutume, « Merci », dit-il, comme Véronique, son travail achevé, repartait. La cravate neuve à son cou, Antime à présent est tout à ses pensées. Plus aucune voix ne s'élève, ni au dehors, ni dans son cœur. Il a déjà pesé les rats aveugles. Qu'est-ce à dire? Les rats borgnes sont stationnaires. Il va peser le couple intact. Tout à coup un sursaut si brusque que la béquille roule à terre. Stupeur, les rats intacts. Il les repese à neuf. Mais non, il faut bien s'en convaincre. Les rats intacts, depuis hier, ont augmenté. Une lueur traverse son cerveau. « Véronique !» Avec un grand effort, ayant ramassé sa béquille, il se rue vers la porte. « Véronique !» Elle accourt de nouveau, obligeante. Alors lui, sur le pas de la porte, solennellement, « Qui est-ce qui a touché à mes rats ?» Pas de réponse. Il reprend lentement, détachant chaque mot, comme si Véronique avait cessé de comprendre facilement le français. « Pendant que j'étais sorti, quelqu'un leur a donné à manger. Est-ce vous ?» Alors elle, qui retrouve un peu de courage, se retourne vers lui, presque agressive. « Tu les laissais mourir de faim, ces pauvres bêtes. Je n'ai pas dérangé ton expérience, simplement je leur ai... » Mais il la saisit par la manche et, clopinant, la mène jusqu'à la table où, désignant les tableaux d'observation, « Vous voyez bien ces feuilles, où depuis 15 jours je consigne mes remarques sur ces bêtes. Ce sont celles mêmes qu'attend mon collègue Potier pour en donner lecture à l'Académie des sciences en sa séance du 17 mai prochain. Ce 15 avril, jour où nous sommes, à la suite de ces colonnes de chiffres, que puis-je écrire? Que dois-je écrire? » Et, comme elle ne souffle mot, du bout carré de son index, comme avec un stylet, grattant l'espace blanc du papier, « Ce jour-là, reprend-il, Madame Armand Dubois, épouse de l'observateur, n'écoutant que son tendre cœur, commis la... Qu'est-ce que vous voulez que je mette? La maladresse? L'imprudence? La sottise? Écrivez plutôt, eut pitié de ces pauvres bêtes, victimes d'une curiosité saugrenue. » Il se redresse, très digne. « Si c'est ainsi que vous le prenez, vous comprendrez, madame, que désormais je dois vous prier de passer par l'escalier de la cour pour aller soigner vos plantations. Croyez-vous que j'entre jamais dans votre galetas pour mon plaisir? Épargnez-vous la peine d'y entrer à l'avenir. » Puis, joignant à ces mots l'éloquence du geste, il saisit les feuilles d'observation et les déchire en petits morceaux. « Depuis 15 jours, a-t-il dit. En vérité, ces rats ne jeûnent que depuis 4. Et son irritation sans doute s'est exténuée dans cette exagération du grief, car à table, il peut montrer un front serein, même il pousse la philosophie jusqu'à tendre à sa moitié une dextre conciliatrice, car, moins encore que Véronique, il ne se soucie de donner à ce ménage si bien pensant des Baralioul le spectacle de dissension dont ceux-ci ne manqueraient pas de faire les opinions d'Antime responsables. Vers 5 heures, Véronique change son caracone intérieur contre une jaquette de drap noir et part à la rencontre de Julius et de Marguerite qui doivent entrer en gare de Rome à 6 heures. Antime va se raser. Il a bien voulu remplacer son foulard par un nœud droit, voici qui doit suffire. Il répugne à la cérémonie et prétend ne pas désavouer devant sa belle-sœur une veste d'alpaga, un gilet blanc chiné de bleu, un pantalon de coutil et de confortables pantoufles de cuir noir sans talons qu'il garde même pour sortir et qu'excuse sa claudication. Il ramasse les feuilles déchirées, remet bout à bout les fragments et recopie soigneusement tous les chiffres en attendant les Baralioul.